Aya Sangwar. Oui, ça veut dire salut les poissons en elfique. Eh bien oui, il s'agit bien de l'anneau. Oui, c'est l'anneau unique. Le point de départ de l'une des plus grandes histoires de tous les temps. Bon, en même temps, vu le sujet de cette bulle, je me devais quand même de vous dire au moins un mot en quenois, l'une des nombreuses langues inventées par notre personnage du jour. Et si je vous parle de la Terre du Milieu, il y a sans doute de grandes chances pour qu'instantanément vous vienne en tête un tourbillon d'images grandioses, d'histoires épiques et de personnages hauts en couleur. Et c'est tout à fait normal. Et il y a aussi des chances pour qu'une certaine œuvre appelée Seigneur des Anneaux vous vienne en tête. Ah ouais, avec Aragorn, Frodon et Gandalf bien sûr. Oui, voilà, et tous les autres. Et justement, en parlant de découvrir et d'apprendre des choses, j'ai une annonce importante à vous faire, puisque avec le Kundar et l'entreprise Alchimie, avec qui on a déjà travaillé d'ailleurs, dans cette vidéo ou celle-là, nous venons de lancer aujourd'hui même une web TV baptisée poissonfécond.tv. On se refait pas quoi. Vous pourrez y trouver une série de documentaires sélectionnés par nos soins, et il y en aura pour tous les goûts, sciences, technologie, histoire, nature, géopolitique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Bref, vous aurez de reportages exclusifs et qualitatifs. L'abonnement est de seulement 4,99€ par mois et sur cette somme, il y a une partie qui revient à nous, une partie qui revient à la plateforme Alchimie et puis une autre partie aux équipes qui réalisent les documentaires. Mais si ça vous intéresse, en utilisant le code ESPADON lors de votre inscription, vous pourrez bénéficier d'un accès gratuit pendant un mois. Une sorte de petit bonus lié au confinement si vous voulez. Mais bon, d'ici là, le confinement sera terminé. En théorie. Bien sûr, vous avez toutes les infos en description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je mettrai régulièrement de nouveaux documentaires dessus et du coup, ça va se renouveler. Ce qui fait que vous aurez toujours du contenu neuf à pouvoir visionner. Mais bon, revenons sur notre auteur du jour. Et d'ailleurs, il est fort probable que si vous n'êtes pas rentré dans l'univers de Tolkien directement par les livres, eh bien, ça soit par la porte du cinéma. Alors que ce soit avec le Hobbit de Peter Jackson, ou bien le Seigneur des Anneaux, dont d'ailleurs les premiers films sont sortis il y a 20 ans. Ah mais non, mais c'est sûr que ça ne nous rajeunit pas. Ouais, je te raconte pas. Et quand bien même vous n'auriez pas vu les films, vous avez peut-être joué à l'un des nombreux jeux vidéo inspirés de la Terre du Milieu, Mais bon, connaissez-vous réellement l'homme qui se cache, alors non pas derrière le masque, l'homme qui se cache derrière tout cet univers quasiment infini? Attends, si moi je le connais, c'était pas un prof d'université anglais un peu banal? Comment ça, banal, putain? Laisse-moi te contredire. Si je te disais qu'il avait été élevé en Afrique du Sud alors qu'il n'était qu'un bébé, ou alors qu'il avait envoyé chier les nazis, ou même que sa vie sentimentale est digne d'un roman de chevalerie et qu'il n'aimait pas particulièrement la France, est-ce que tu me croirais? On parle bien de la même personne? Tout à fait, oui. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour que vous puissiez me dire si vous connaissiez les histoires dont nous allons parler aujourd'hui. Bref, la Poiscaille, vous êtes prêts? Eh bien parfait, puisque je vous emmène assister à un cours du professeur John Ronald Reuel Tolkien. Voyons du coup par où commencer. Bah, tu nous avais parlé d'un enlèvement, non? Oui, tout à fait. Tolkien a passé toute sa vie en Angleterre. Oui, donc le gars est plutôt casanier. Bon, à part à quelques moments où il est un peu sorti de son bled, comme pendant la Première Guerre mondiale, pendant quelques vacances et les premières années de sa vie, en Afrique du Sud. Chris, tu peux réapparaître s'il te plaît? C'est un peu chiant là. Ok, c'est bon, je vais réapparaître. Voilà, bon, c'est bon. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, c'est là où il est né, en 1892. Et il vit dans une maison avec ses parents et 2 domestiques noirs. Alors bon, je vous arrête tout de suite. La famille Tolkien n'était pas vraiment branchée ségrégation, comme ça se faisait au contraire beaucoup à l'époque, et elle traitait ses employés avec une équité remarquable. Sauf qu'un jour, les parents ne trouvent plus leur enfant. Et oui, le petit Tolkien, qui n'est âgé que de quelques mois, n'a pas pu aller bien loin. Il ne sait même pas marcher en fait. Sauf que quelqu'un d'autre est introuvable. Isaac. Et oui, le domestique a lui aussi disparu. Et donc rapidement, là, les parents se rendent à l'évidence, c'est forcément le domestique qui a kidnappé leur gamin. Et oui, parce que le jeune Tolkien a bel et bien été enlevé par Isaac, mais du coup, ce dernier voulait simplement montrer à sa famille à quoi ressemblait un bébé blanc. Bon, heureusement, l'incident n'a eu aucune conséquence, et malgré la frayeur qui leur avait été causée, eh bien, les Tolkien ne renvoyèrent pas leur domestique. Et ce dernier, d'ailleurs, pour les remercier, appela son propre fils Isaac Mr. Tolkien. Bon bref, plus de peur que de mal, mais pour le tout jeune Tolkien, les aventures ne faisaient que commencer.
Tolkien a hérité de sa mère un goût prononcé pour les langues. D'ailleurs, il comparait la découverte et l'étude d'une nouvelle langue avec la dégustation d'un nouveau vin. Il maîtrisait d'ailleurs le vieil et le moyen anglais, ainsi que l'anglais moderne, bien sûr, le français, l'allemand, le latin, le grec ancien, le gothique, le gallois, l'italien, l'espagnol, le finnois, le vieux norrois, la langue parlée par les vikings. Et Tolkien forgea lui-même de nombreuses langues qui prirent d'ailleurs vie dans son univers, la Terre du Milieu. Et d'ailleurs, de par leur complexité, sont comparables à de réelles langues. Mais par où a-t-il commencé? Quel fut donc le premier langage qu'il inventa? Regarde, je suis sûr que c'est une sorte de proto-elfique chelou qui a jeté les bases de toutes les langues qu'il a inventées par la suite. Pas vraiment, pas vraiment. La première langue fictive parlée par Tolkien s'appelait l'animalique. Et à vrai dire, seulement quelques mots nous sont parvenus et apparemment, ça ressemblait à ça. Non, c'est pas ça. Arrête d'inventer et lis la vraie phrase animalique qu'il y a écrit sur le script. Bon, ok. Chien, rossignol, pivert, 40. Voilà, c'est un petit peu moins épique et d'ailleurs cette phrase signifie tuer un âne. Bon, ce sont les cousines de Tolkien qui ont initié leurs cousins à cette langue quand ils étaient enfants. D'ailleurs, elle n'était pas bien compliquée, certains mots existants sont remplacés par d'autres, mais Tolkien va vite ajouter son grain de sel et inventer un langage appelé le Nev-Bosh. Bon, selon toute vraisemblance, ce terme désignait littéralement nouveau non-sens, et voilà comment cette langue sonnait. Darfus mavel gom kubalt, hok, fisgo iskili for mainu vok, brosigo fisdorok, de dokatim mainu bokte. De volt faxok, ma timeful gurok. Bon, c'est vrai que c'est pas top, mais comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et puis il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Tolkien n'est alors qu'un adolescent, et il ne maîtrise pas encore toutes les langues qui viendront enrichir celles qu'il inventera par la suite. En plus, ces langues inventées sont un simple jeu avec ses cousines. Le père de Tolkien meurt alors que ce dernier n'a que 4 ans. Ronald part vivre dans la campagne anglaise avec sa mère et son frère. Ces années champêtres resteront pour Tolkien les meilleures de sa vie. Malheureusement, il déménage en ville. Sa mère décède alors qu'il n'a que 12 ans. Il est alors envoyé chez une vieille tante avec qui ça ne se passe pas très bien. Ah oui, ça ne se passe même pas bien du tout. Cette tante prend un malin plaisir à déchirer les lettres de la mère de Tolkien sous ses yeux. Le jeune Tolkien va alors trouver une seconde famille. Notre prochaine histoire commence au printemps. Tolkien, alors adolescent à ce moment-là, est chargé de surveiller la bibliothèque de son collège et entre 2 examens, le temps est un petit peu long. Pour s'occuper, Tolkien prend le thé avec les autres responsables de la bibliothèque. Rapidement, des liens se créent et les jeunes gens nomment leur petite réunion le Tea Club. Pendant les vacances, les jeunes décident de poursuivre leur petite réunion dans un salon de thé, le Barrow Store. Il y avait dans ce club 4 membres permanents. Alors, Tolkien, bien sûr, Rob, plutôt porté sur l'architecture, Geoffrey, qui se passionne pour la poésie, et Christopher, le musicien de la bande. Et puis les membres de ce petit club renomment leur groupe le Tea Club and Barrovian Society. Le TCBS était né. Eh ben comme moi, au lycée, j'étais dans un club de théâtre et des fois on faisait plein de spectacles, Ouais, mais on s'en fout, ça, c'est pas la même ambiance. Le but du TCBS était de pouvoir discuter littérature, musique, philosophie. Les membres avaient aussi l'habitude de se faire mutuellement découvrir leurs propres compositions. Puis, les adolescents grandissent et partent dans différentes écoles pour leurs études supérieures. Mais les réunions du TCBS ne s'arrêtent pas pour autant. En fait, pour Tolkien, les réunions du TCBS donc, sont une véritable source d'inspiration et de motivation. Il disait lui-même qu'une fois réunis avec ses amis, ils étaient tous 4 fois plus intelligents que d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de mission, quête, chose. Ceci dit, une grosse épreuve attend ses membres, car le temps passe et nous sommes déjà en 1914. La première guerre est là, et Tolkien et ses amis ont alors un peu plus de 20 ans. Je sais pas toi, mais moi ces 4 amis devant affronter l'inconnu et le danger, ça me rappelle quelques hobbits partant sauver le monde. Peut-être, qui sait. Enfin, quoi qu'il en soit, l'histoire ne se terminera pas aussi bien pour Tolkien et ses amis, puisque le 25 septembre 1915, les membres du TCBS ne le savent pas encore, mais ils se réunissent pour la dernière fois. Rob, l'architecte en herbe, est tué le premier jour de la bataille de la Somme, et Tolkien n'apprendra sa mort qu'une dizaine de jours plus tard, dans une lettre écrite par son ami Geoffrey, également au front. Rob a été tué. Je suis sain et sauf, mais est-ce que ça compte? Je suis très fatigué et terriblement déprimé par cette nouvelle des plus pénibles. Face à tout ce désespoir, personne ne mesure ce qu'était réellement le TCBS.
Geoffrey, l'auteur de cette lettre, mourra de la gangrène après avoir été touché par un éclat d'obus quelques mois plus tard. Et seuls Christopher et Tolkien survivront au conflit. Même s'ils s'éloigneront l'un de l'autre, aucun des deux n'oubliera le TCBS. Tolkien appellera notamment l'un de ses fils, Christopher, en mémoire de son vieux camarade. Et après la guerre, Tolkien, bien qu'il commence à développer son univers, se concentre sur son travail universitaire. Mais en 1937, il publie un petit livre de rien du tout appelé Le Hobbit. Récit d'un Hobbit par Bilbo Saquet. Et ce roman va tout de suite susciter pas mal d'intérêt, notamment en Allemagne. Le Hobbit connaît un succès quasiment immédiat et est très bien accueilli. Tolkien laisse transparaître ses influences dans ses écrits, notamment les textes médiévaux et la culture nordique et germanique. Et dans les années 30, la culture nordique et germanique ancienne, il y a des gens à qui ça parle beaucoup. Et oui, vous ne rêvez pas, pour les nazis, l'univers créé par Tolkien et issu des différents folklores européens, c'est du pain béni. D'ailleurs, Tolkien reçoit bientôt une lettre d'une maison d'édition allemande intéressée pour traduire le Hobbit dans la langue de Goethe. En plus, Tolkien a un nom avec une consonance germanique, donc c'est top. Seulement, dans la lettre, l'éditeur pose à Tolkien une question étrange. Il lui demande s'il l'est arien. Condition tout à fait sine qua non pour que son livre soit publié en Allemagne à ce moment-là, quoi. Tolkien, furieux, envoie une lettre à son éditeur. Souffrirais-je de cette impertinence de par la possession d'un nom allemand, ou bien leur loi démente requiert-elle un certificat d'origine aryenne de toutes les personnes et de tous les pays? Ronald ne s'arrête pas là. Il rédige 2 réponses de refus à la lettre de cette maison d'édition et laisse à son éditeur le soin de la choisir. Alors si on ne sait pas laquelle a été envoyée, une d'entre elles nous est parvenue. Je ne suis pas d'origine aryenne. Aucun de mes ancêtres ne parlait findustani, persan ou autre dialecte apparenté. Si vous cherchez à savoir si je suis d'origine juive, je puis seulement répondre que je déplore de ne pouvoir compter parmi mes ancêtres personne de ce peuple si doué. Mais si des requêtes de cette sorte, impertinentes et déplacées, doivent devenir la règle en matière de littérature, alors le temps n'est plus loin où porter un nom allemand cessera d'être une source de fierté. Du coup oui, on peut le dire, il a envoyer chier les nazis avec une classe toute britannique. Après, bien sûr, vous avez la lettre complète dans les sources si vous voulez la lire en entier. Son aversion pour le nazisme ne s'arrête pas là. Il écrivit dans une lettre datée de 1941 à son fils Christopher. J'ai, dans cette guerre, une rancune personnelle et tenace envers ce petit excité imbécile qu'est Adolf Hitler. Il détruit, pervertit, souille et maudit à jamais ce noble esprit des hommes du Nord. Une contribution inestimable à l'Europe que j'ai toujours aimée et essayé de présenter dans sa véritable lumière. Par contre, avec cette affaire, les Allemands ont dû patienter jusqu'en 1957 pour avoir une traduction des aventures de Bilbo. D'ailleurs, après la publication du Seigneur des Anneaux, Tolkien a dû réécrire le 5e chapitre de Bilbo. Vous savez, celui où Bilbo pique l'anneau à Gollum. En fait, à l'origine, Gollum, qui n'était pas particulièrement méchant, devait donner son anneau à Bilbon après avoir perdu au jeu des énigmes. Les énigmes dans le noir. Mais ne le trouvant pas, il menait Bilbon jusqu'à la sortie de la grotte en compensation. Du coup, le passage fut refait pour donner à Gollum une personnalité plus sombre, marquée au fer rouge par l'anneau maléfique. Mon précieux. Ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. En France, c'est en 1969 qu'on aura enfin le droit à une traduction. Soit quand même 30 ans après la première publication du Hobbit, quoi. Et il faudra attendre d'ailleurs 2012 pour que sorte une nouvelle édition prenant en compte les directives que Tolkien avait lui-même laissées aux traducteurs. Et puisqu'on s'est lancé d'ailleurs sur Tolkien et la France, profitons-en pour passer à notre prochaine histoire, car Tolkien et le pays du vin, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Alors si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez déjà que Tolkien a fait un petit séjour en France. Ouais, mais c'était pendant la guerre. En plus, 2 de ses meilleurs amis sont morts là-bas. Normal que ça lui plaise pas trop. Hein. Ah, certes, mais déjà avant ça, il avait un peu de ressentiment envers notre bon vieux Hexagone. Là, je te rappelle que Tolkien est anglais. C'est inné chez lui de pas apprécier les Français. Ouais, là c'est quand même un petit peu plus complexe en fait. Il faut remonter à 1913 pour comprendre un peu cette mauvaise image qu'a Tolkien de notre pays. Parce qu'à l'époque, il voyage en France avec 2 Mexicains. Et oui, du coup, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais ce n'en est pas une.
En fait, Tolkien a trouvé un petit boulot et il sert d'interprète aux 2 gars qui visitent le pays, puisque, rappelez-vous, sa mère lui a appris le français. Alors bon, même s'il apprécie Paris, il n'aime pas du tout les Français, particulièrement leur vulgarité, leur jacassement, leur crachat et leur indécence. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Après Paris, Tolkien part pour la Bretagne avec toujours les 2 Mexicains et leur tante, qui les ont rejoints entre-temps. Pour le coup, il est très enthousiaste. En fait, il faut dire que la culture celtique l'attire beaucoup et que la Bretagne, à défaut d'être mieux que la Normandie... Bonjour aux Normands, a le mérite d'être le berceau de cette culture celtique. Tolkien se rend donc à Dinard en compagnie des Mexicains, mais il va vite déchanter. En fait, voici un extrait d'une lettre où il rend compte de ses impressions. Aller en Bretagne et ne rien voir à part des touristes, des papiers sales et des stations thermales. Donc voilà, la déception est présente, mais ça ne va pas s'arrêter là. Au cours du voyage, une des 2 tantes mexicaines sera renversée par une voiture et mourra en quelques heures des suites de ses blessures. Donc voilà, vous comprenez que son séjour ne lui a pas laissé des souvenirs très agréables. Hein. Ouais, en effet. Mais attends, tu nous as parlé d'une lettre. Elle était destinée à qui? Bah, tu sais poser les bonnes questions, puisque justement, c'est notre dernière histoire. Alors vous le savez, après la mort de sa mère, Tolkien, qui avait une 12aine d'années, est parti vivre chez sa tante. Comme ça se passe pas très bien, son tuteur lui trouve un nouveau foyer, et dans ce foyer, il y a une autre orpheline. Tolkien ne le sait pas encore, mais il passera sa vie avec elle. Cette orpheline, âgée de 3 ans de plus que le jeune Tolkien, s'appelle Edith Bratt. Très douée au piano, elle rêve de devenir professeure de musique. Il ne faut que peu de temps à Edith et Ronald pour tomber amoureux, mais les jeunes gens devront surmonter bien des embûches avant de pouvoir vivre pleinement leur histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Le tuteur du jeune Tolkien s'aperçoit de l'amour naissant entre Tolkien et Edith et, craignant que cette passion ne détourne Ronald de ses études, interdit au jeune homme tout contact avec sa douce. Comment? Mais c'est pas possible. Et il l'a fait? Bah, en partie. Si au début, il n'a pas vraiment écouté son tuteur, il a dû s'éloigner d'Edith en allant à l'université. Mais Tolkien n'avait pas dit son dernier mot. Dès qu'il eut sa majorité à 21 ans, et du coup dès qu'il fut émancipé de sa tutelle, il écrivit une lettre de demande en mariage à Edith. Malheureusement, cette dernière, pensant que Tolkien l'avait oublié, s'était déjà fiancée à un autre homme. Tolkien, lui, s'en fout, il le voit pas sous cet angle. Allons ça. Fais danser aussi. Non, je vais aller me chercher une bière. Oh, que non! Il file la voir pour la convaincre de renoncer à son fiancé, ce qu'il arrive à faire assez facilement. Et du coup, voilà, il le jarfe et il se marie. Et puis suite à ça, Tolkien partira pour le front seulement quelques mois après la noce. Et s'il y a bien quelqu'un d'essentiel dans la vie de Tolkien, c'est bien Edith. Elle ne cessera d'inspirer l'auteur tout au long de sa vie, à tel point qu'il écrira même un roman inspiré de leur histoire, Beren et Luthien. Alors Beren est un humain et Luthien une princesse elfe. Beren tombe fou amoureux de Luthien en la voyant danser dans les bois. Alors oui, ce fait pourrait paraître anodin, mais il l'est beaucoup moins quand on sait que Tolkien et Edith avaient l'habitude de se retrouver dans les bois où Edith aimait chanter et danser pour son fiancé. L'histoire d'Edith et de Ronald est d'ailleurs tellement importante qu'il fera graver Luthien sur la tombe de sa femme. Et à sa mort, il la rejoindra et le nom de Beren sera ajouté sur la pierre tombale. Alors je préfère vous avertir avant de vous quitter la Poiscaille, on n'a fait qu'effleurer le sujet car, croyez-moi, il y aurait encore beaucoup de choses à raconter sur ce formidable auteur. La laborieuse écriture du Seigneur des Anneaux, le formidable travail de Christopher Tolkien, le fils de Tolkien, à qui on doit la publication de nombreuses œuvres de son père, notamment la Bible de la Terre du Milieu, le Silmarillion, la relation de Tolkien avec C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, la foi catholique de Tolkien, etc. D'ailleurs, avant qu'on ne se quitte, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez les histoires que je vous ai racontées. Je vous mets un petit sondage juste ici ou là, je sais plus jamais, bref. Voilà, est-ce que ça vous a interloqué? Est-ce que vous saviez les trucs? Est-ce que ça vous a donné peut-être envie de revoir les films? C'est un peu la bonne période. Je veux dire, on est un peu confiné comme on dit dans le milieu. De mon côté, je vous laisse puisque j'ai un truc à aller détruire. 3 fois rien, une babiole à aller jeter dans un volcan. Sur ce, la Poiscaille, à la prochaine. Quoique, je pourrais peut-être le garder. Et bien voilà, j'espère que cette bulle sur Tolkien vous aura intéressé. En attendant, il y a plein de reportages qu'on a sélectionnés pour vous sur le site Alchimie, donc vous pouvez aller regarder ça, avec le code ESPADAN. Alors à plus, la Poiscaille.